Bonjour chers amis, voilà donc avec du retard la vidéo numéro 48. Les aléas ont été en partie réglés, toujours pas celui relatif aux liaisons internet. Le fournisseur d'accès est toujours aussi mauvais, j'espère que dans les heures qui vont venir ça va être réglé, mais j'ai trouvé une solution. Cette vidéo devrait être en ligne sur YouTube cet après-midi. Cet après-midi, nous sommes le 29 juillet, le samedi. Bien. Donc, deux, trois petites remarques. Nous avons noté que sur les commentaires qui sont sous la vidéo, un certain nombre d'entre vous trouvaient qu'il y avait des redites. Malheureusement, ces redites, elles sont incontournables parce que la façon dont se passe ce conflit depuis maintenant un an, et en particulier la propagande à laquelle nous sommes confrontés, nous oblige à nous répéter, alors pas radoter, hein, mais nous répéter concernant la nécessaire mise en cause de ces déferlements ineptes, parfois criminels, et qui de toute façon sont contraires aux intérêts de notre pays, dans la mesure où ils nourrissent une stratégie française qui l'amène à être du mauvais côté de l'histoire. Hein, il ne s'agit pas d'être du côté russe ou du côté américain, mais il s'agit d'avoir une position française qui nous permette de jouer le rôle que notre pays devrait jouer. Voilà. Toujours la même chose sur le soutien. Hein, n'hésitez pas à liker, à partager, aider l'algorithme à nous prescrire. Concernant le soutien matériel, c'est la même chose. Outre que cela fait plaisir moralement, c'est toujours bien utile. Donc voilà pour la vidéo numéro 48. Nous aurons après un entretien avec Georges Kuzmanovic. On en parle d'ailleurs dans cette vidéo avec Hervé. Et bon, on va naturellement laisser passer la partie des vacances où tout le monde est aujourd'hui en train de se reposer pour par la suite reprendre cette stratégie des grands entretiens. J'ai eu des réponses de principe positives, mais il n'y a pas grand monde de disponible. Bien. En tout cas, nous verrons. Ce travail, ce combat, parce que c'est un combat hein, qui expose, qui nécessite du travail, eh bien ce combat, on le continuera. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne vidéo. Bonjour, bonjour à tous. Nous revoilà, malgré les petits soucis d'organisation et les petits soucis d'Internet. Donc là, on fait l'enregistrement, je pense que ça va marcher, mais après, pour la mise en ligne, j'attends encore des nouvelles du fournisseur d'accès, comme on dit, qui est SFR en la circonstance. J'espère que ça nous permettra de vous offrir cette vidéo ce week-end, parce qu'il faut toujours un peu de temps pour la regarder. Bon, bonjour Hervé, hein, et merci Bonjour encore Régis. d'être là hein, et de continuer à travailler. C'est la deuxième fois que je le dis, tu travailles pendant que moi je travaille moins, si je continue à faire un certain nombre de choses, et puis surtout je me préoccupe un peu de ce qui se passe dans notre pays, qui est quand même assez préoccupant dans cette crise, les émeutes, le problème de la police, le problème de la justice, l'état dysfonctionnel, c'est quand même un peu préoccupant. On apprend hier que Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Alors sur le fond, je n'ai aucune espèce de sympathie pour Dupond-Moretti, mais je considère que c'est un règlement de compte de la part des magistrats qui le détestent et que cette procédure est injustifiée. Ensuite, il y a Darmanin qui se permet des choses inacceptables. Il y a longtemps qu'il aurait dû être démissionné. Hein, quand le discours qu'il tient, alors je comprends qu'il soutienne la police, il est dans son rôle, mais il prend des positions vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du respect de la loi qui ne sont pas acceptables. Enfin voilà, bon, ça c'est pour notre pauvre pays. Maintenant, on va parler du monde, donc je te passe la parole, Hervé. Merci Régis. Donc on va retracer l'actualité qui est liée à l'Ukraine depuis notre dernière vidéo avec un volet militaire et stratégique au sens large du terme. Ensuite, on fera un petit éclairage sur les suites de l'affaire Prigojine et toutes les questions que l'on peut se poser derrière.
On fera bien sûr l'actualité militaire en évaluant les évolutions sur le plan de l'utilisation des moyens que des stratégies et on finira par un brossage très rapide de la situation du front dans la mesure où on peut y déceler quelques événements notables. Donc maintenant, je vais partager mon écran. Alors, comme chaque fois, On tâtonne un peu. on tâtonne, oui, c'est le cas de le dire, ouais. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un petit problème là. Je vois pas les commandes partagées. Bon, alors je vais vérifier que... Tu me l'as donné? Oui, oui, plusieurs participants peuvent partager simultanément. Donc, en direct, les gens qui nous regardent ont Oui, les difficultés. Hop, voilà. Donc ça arrive là. et ben voilà. Voilà, ok. Voilà, très bien. C'est toujours quelque chose cette affaire. Bon, à la limite, si tu veux gagner du temps, fais un petit découpage, hein. Voilà, bref, on verra. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais. Voilà, donc évidemment, l'événement qui a défrayé la chronique la semaine dernière, c'est en fait, le bombardement, la destruction partielle de la cathédrale de Transfiguration. Évidemment, comme chaque fois, les deux belligérants se sont rejetés la faute, hein. Les uns disant que c'était un missile russe, les autres disant que c'était un missile antiaérien ukrainien qui avait tapé l'édifice. Bon, il est évident que de toute manière, de manière intentionnelle, les Russes n'ont aucun intérêt à cibler ce type d'édifice. D'abord parce qu'ils utilisent des munitions qui sont assez chères et bien sûr, c'est totalement éloigné de leur stratégie, qui est une stratégie qui repose avant tout sur l'assèchement des capacités portuaires de l'Ukraine, hein, et notamment en termes d'exportation des céréales. Donc, bien sûr, ça ne peut pas être intentionnel, donc ça peut être dans l'autre cas accidentel. Et si c'est accidentel, en fait, soit c'est un missile russe qui, par manque de précision dans le guidage, a touché cet édifice, soit c'est un missile russe qui a été dévié par un missile antiaérien ukrainien et qui, une partie de ce missile a touché la cathédrale, soit c'est un missile antiaérien de type S-300 ukrainien qui est retombé et qui a explosé sur la cathédrale. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a des dégâts, mais ce sont des dégâts qui sont quand même pas si importants que cela. Et si on avait affaire à un missile dont toute la charge militaire avait explosé, on aurait des dégâts qui seraient notamment plus importants. Étant donné que les Russes, sur ces frappes côtières, utilisent avant tout des missiles calibre, qui sont des missiles subsoniques que l'on voit sur la droite de l'écran, avec une charge militaire de 400-500 kg. Et ensuite, c'est nouveau, des missiles Onyx, qui sont au départ des missiles anti-navires supersoniques, et c'est pour ça qu'ils les utilisent, parce qu'ils sont difficiles à intercepter et qui ont une charge militaire à peu près de 200 kg. Donc on voit que l'on est sur des charges militaires qui sont quand même assez importantes, hein. Certains experts sur les plateaux, que je ne nommerai pas, ont parlé, comme dans le cas de l'attaque sur Dniepro qui avait provoqué l'effondrement d'un immeuble au sein de la ville il y a quelques mois, de l'utilisation d'un missile KH-22, qui sont des gros missiles qui étaient au départ destinés à l'attaque des porte-avions américains avec deux types de charges, soit nucléaires, soit classiques. Donc on est vraiment sur des charges militaires qui sont importantes, de l'ordre de 1000 kg, avec une précision qui est pas de l'ordre métrique, mais plutôt de la centaine de mètres, voire de la dizaine de mètres pour la version modernisée qui est le KH-32. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'informations selon lesquelles les Russes utiliseraient ce type de missiles dans les frappes sur les zones portuaires. En tous les cas, ce type de missile fait des dégâts qui sont très très importants et qui n'ont rien à voir avec ce que l'on a pu observer sur les photos. Ensuite, ils utilisent également des missiles
subsoniques qui sont de type furtif, qui se rapprochent en fait des Scalp et des Storm Shadow, avec une particularité, c'est qu'ils en ont une réserve énorme. Donc, toujours se ramener à la théorie développée par certains experts depuis le mois de mars 2022, les Russes n'ont plus de missiles, mais malheureusement pour les Ukrainiens, ils ont énormément de réserves, que ce soit des missiles de tout type, modernisés, moins modernes, mais également ils ont lancé leur ligne de production, on aura l'occasion d'y revenir, hein, dans le petit volet sur la guerre industrielle, ils ont relancé leur ligne de production dans les industries de défense avec des équipes qui tournent en 2x8. Alors, pour illustrer mon propos et pour montrer la capacité de frappe stratégique des Russes, qui est toujours, malheureusement, on peut le constater, toujours présente, bien, vous avez en bas un bombardier Tu-95 et un bombardier Tu-95, c'est 8 missiles en fait. C'est 8 missiles. Alors, c'est des avions qui sont assez anciens, hein, qui sont de la génération des B-52 américains. Mais d'ailleurs, les Américains continuent à utiliser également le B-52 pour les mêmes raisons, pour leur forte capacité d'emport. Alors, bien sûr, la dernière hypothèse, c'est un missile S-300 qui aurait pu retomber, comme c'est arrivé en Pologne il y a quelques mois. Donc, on est sur une charge militaire qui est beaucoup moins importante, 145 kg. Alors, évidemment, sur les réseaux sociaux, que ce soit les pro-russes ou les pro-ukrainiens, sans être allé bien sûr sur le terrain, tout le monde y va de ses théories et de ses preuves ou de ses éléments de convergence pour prouver que c'est un S-300. En tous les cas, ce que l'on peut constater, c'est que les dommages sont en deçà de la capacité de destruction d'un missile russe, que ce soit un missile Onyx ou un missile Calibre. Et alors d'autant plus un missile avec une charge de 1000 kg de portée, de 1000 kg pardon, de charge militaire, comme le Kh-22. Donc, à voir. De toute façon, il ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. Seule une enquête sur place, avec des inspecteurs neutres, pourrait déterminer l'origine des explosifs et faire une investigation sérieuse, sortie des intérêts des deux protagonistes à l'œuvre. Alors maintenant, pourquoi ces frappes? Eh bien, ces frappes, elles ont été déclenchées par l'attaque sur le pont de Kerch, mais comme je l'ai déjà dit, dans le domaine militaire, dans le domaine de la stratégie, rien ne s'improvise, tout est planifié. Alors, on pourrait considérer que les Russes ont utilisé, en fait, en termes d'opportunité, cette attaque pour déclencher un plan qu'ils avaient prévu à l'avance. Et un plan qui, tout simplement, est destiné à couper l'Ukraine de ses voies maritimes sur la mer Noire, hein, de ses ports, hein, et de détruire toutes les infrastructures portuaires de l'Ukraine qui peuvent être utilisées, bien sûr, à des fins commerciales, mais également à des fins militaires. Donc, on voit très bien depuis le blocus naval russe, hein, et l'arrêt de l'accord sur les céréales, le trafic maritime, de la manière dont il se concentre en mer Noire sur le schéma. Alors, j'ai une question. Oui. Hervé, je comprends que tu dis que la stratégie russe actuelle, d'abord, a été préparée, bien évidemment, mais qu'elle porte sur les questions du blé, mais qu'en fait, l'objectif est de contrôle. C'est-à-dire que la question du grain serait non pas le prétexte, mais le motif avancé permettant une stratégie plus large. Ce Oui. serait ça? Oui, en fait, je pense qu'on est sur une stratégie globale avec plusieurs champs ou plusieurs volets. Un volet qui est lié à la maîtrise de l'espace maritime que constitue la mer Noire. Ensuite, un volet économique, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la diapositive suivante, puisque très étrangement, en 2022, la récolte russe de blé a été un record. En fait, on est à plus de 120 millions de tonnes. Donc une nécessité d'exporter, et bien sûr également un volet géopolitique pour, on va dire, avoir une relation beaucoup plus dépendante entre les pays africains et la Russie. Hein, donc on est vraiment sur une stratégie globale et qui pourrait s'inscrire dans un plan qui serait également avec des volets militaires terrestres. On aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on abordera la situation militaire. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que les ports sur le Danube ont été également attaqués, notamment le port de Reni, par des
par des missiles russes. Donc on voit qu'ils cherchent vraiment à couper les capacités d'exportation des céréales et en particulier du blé ukrainien. Alors, au moment des différentes polémiques qui ont eu lieu sur cet accord sur le blé, les Russes ont naturellement mis en avant le non-respect tout à fait indiscutable par l'Occident des conditions qui avaient été mises au moment de la signature de l'accord. Mais aujourd'hui, tu as raison, c'est une opportunité et on le voit au moment du sommet Russie-Afrique que la question de la fourniture de blé aux pays africains, en rappelant que je crois que c'était 3% du, du blé enfin des céréales qui ont été exportées depuis la mise en place de l'accord, qui étaient parvenus en Afrique. Donc là, les Russes viennent dire, bah, attendez, ça a d'abord été pour l'Occident, qui est une autre façon de stigmatiser les Occidentaux vis-à-vis de l'Afrique. Mais nous, regardez, on va être généreux et il y a des dons, des choses comme ça. C'est-à-dire que ce sont des partis qui sont... et ce que je constate, c'est que chez nous, dans le système médiatique, cette dimension est très souvent absente. Il faut stigmatiser. Je reprends l'exemple de mon cher Titelman qui dit oui, ils ont promis 50 000 tonnes par pays gratuitement tout de suite, alors même qu'ils ont détruit je crois que c'est à Odessa, un silo dans lequel il y avait 60 000 tonnes. Donc non, c'est pas comme ça que la question se pose. On est dans une géostratégie d'une très grande importance et cette question du blé, des céréales, au-delà de ce que tu pointes, c'est-à-dire la volonté de contrôler cet espace maritime, dont l'affaire des céréales est un des moyens, mais il y a aussi une bataille géostratégique de très grande ampleur. Bien sûr. En tous les cas, il est clair qu'on est passé dans une nouvelle phase stratégique de la guerre à partir de cette vague de frappe sur les infrastructures portuaires ukrainiennes. Alors maintenant, lorsqu'on s'intéresse quand même à la stratégie justement russe en matière d'économie et d'économie sur les marchés des céréales, on voit très clairement que la courbe en rouge montre le prix du blé russe par rapport au prix du blé français. Donc on voit qu'ils deviennent très très compétitifs sur les marchés. Et comme je l'avais dit précédemment, le marché des céréales, eh bien, il y a la bourse des céréales, il y a des courtiers, des intermédiaires qui achètent et qui après vont revendre aux clients finaux. Et c'est d'ailleurs pour cela que les exportations, même au moment de l'accord sur le blé, ne partaient pas directement chez dans les pays africains. Il y a toujours des intermédiaires qui après vont revendre. Donc on est face à une production record des Russes en matière de céréales et de blé en particulier sur l'année 2022. Et donc on peut très bien imaginer que cette campagne de frappe avec un volet économique était bien sûr planifiée bien avant l'attaque du pont de Kerch, qui a été uniquement en fait un déclencheur et un prétexte pour sortir le plan et le conduire. Bien sûr, on verra les suites du sommet de Saint-Pétersbourg entre la Russie et l'Afrique. Je pense que, comme je l'ai dit précédemment, les liens avec l'Afrique et la Russie vont être renforcés justement par cette capacité à donner quasiment gratuitement des céréales et notamment du blé aux pays qui sont en difficulté sur le plan de l'alimentation de leur population. Alors là, je reprends la parole, mais pas longtemps, promis. Je constate dans le traitement de ce sommet, euh, comment dire, l'amateurisme des médias français. Alors on pointe le nombre de chefs d'État qui sont présents, sans mesurer, c'est toi qui l'as sur Twitter pointé, il n'y a que 5 pays africains qui ne sont pas présents ou représentés à ce sommet. Faut pas oublier non plus, parce qu'il y a une polémique. Alors les Russes disent, nous, on n'a jamais colonisé l'Afrique. Oui, enfin, faut pas oublier qu'il y a eu, pendant la guerre froide, l'Afrique était un espace d'affrontement. Rappelons-nous l'Angola, rappelons-nous l'Éthiopie, rappelons-nous la Somalie. C'était un espace d'affrontement entre les deux grands, comme on les appelait à l'époque. Cette histoire-là,
a laissé des traces aussi, ce qui donne d'autres arguments encore, d'autres moyens aux Russes. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a eu un tweet très très intéressant que j'ai noté de la part de Georges Kuzmanovic, hein, qui pose la question de savoir si justement la fin de cet accord sur les CRL est une victoire russe majeure, hein. Et en fait, il développe plusieurs points et pour montrer en fait que on est vraiment dans une stratégie gagnante. Au moins sur l'année en cours, hein, sur l'année en cours, de la part des Russes. Avec des dissensions quand même au sein de l'Union européenne également, puisque il y a beaucoup de pays comme la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie qui sont très très réticents à laisser libre cours aux céréales ukrainiennes sur leur sol, pour éviter du dumping vis-à-vis de leurs agriculteurs. Alors, à propos de Georges Kuzmanovic, on va faire un entretien avec lui, hein. Je vais faire un entretien avec lui, c'est prévu, c'est programmé. Donc, effectivement, cette analyse était assez lumineuse sur la situation et nous renvoie toujours à cette idée qui contrebat la Russie isolée, la Russie sur la défensive, la contre-offensive, enfin, tout ce discours performatif que les Occidentaux passent leur temps à déverser pour essayer de se convaincre qu'ils ne sont pas dans une situation plus que délicate. Je voudrais revenir là, il y a une erreur sur ma diapositive, hein, c'est pas 27 millions de tonnes, hein, la récolte russe en 2022, hein, c'est plus de 100 millions de tonnes de blé, on est à peu près sur 120, justement, j'ai oublié quand j'ai fait, hein, donc voilà. Hein, on est sur des centaines de millions de tonnes, plus de 100 millions de tonnes de blé, hein. Ensuite, maintenant, puisqu'on a parlé un petit peu de stratégie appliquée sur le secteur de la mer Noire, avec ses volets navals, ses volets géopolitiques et ses volets économiques au travers de la géopolitique du blé et des céréales, on pourrait revenir sur les hypothèses que l'on avait faites à l'issue du coup de Prigogine, la mutinerie de Prigogine, avec toujours des interrogations qui demeurent, même si une des hypothèses, on peut totalement l'écarter, hein, c'est que Prigogine a été retourné par des services occidentaux, que ce soit des services ukrainiens ou des services américains ou anglais. Alors, euh, je dirais que ma réflexion a un petit peu évolué. Alors, je n'ai pas de certitude, mais bon, j'ai beaucoup d'interrogations quand même, et tout le monde s'interroge de plus en plus sur cette affaire-là, et même sur les médias de grand chemin, comme on dit, les commentateurs sont de plus en plus perplexes par rapport à cette affaire, sans oser bien sûr émettre l'hypothèse la plus extraordinaire, c'est que ça serait en fait un stratagème ou une opération d'une grande complexité qui aurait été montée dans le but peut-être de porter le coup final aussi bien aux Ukrainiens qu'aux Occidentaux. Euh, alors, comment j'en suis arrivé à réfléchir à nouveau sur cette hypothèse? C'est parce que, bon, comme toi, ça t'arrive, il y a beaucoup de gens qui me contactent, tu sais, par message sur les réseaux. Et il y a un contact qui m'a fait part cette petit conte d'origine chinoise qui fait référence à la bataille au royaume des trois. Non, c'est le conte des trois royaumes et à la bataille de la falaise rouge, il me semble, oui, c'est ça, où justement il y avait ce type de stratagème qui avait été utilisé par un des généraux pour tromper son adversaire, hein. Donc, il ne faut pas oublier quand même que les Russes sont certes des Européens, mais sont quand même aussi des Asiates sur le plan de la mentalité et de la réflexion. C'est pour cela que c'est très difficile souvent de se mettre à leur place par rapport à nos critères à nous lorsqu'on analyse des situations dans lesquelles ils sont impliqués. En tout cas, ce que l'on peut remarquer, c'est que Prigogine n'est pas exilé en Biélorussie.
Prigojine est présent dans les coulisses du sommet de Saint-Pétersbourg. On Voilà. peut remarquer que Wagner a été démantelé pour ce qui concerne les filiales qui peuvent être récupérées par des acteurs qui pourront être en contrat avec l'État russe, que ce soit les usines à troll ou d'autres secteurs sur lesquels il était présent, comme l'alimentation d'ailleurs. Que Wagner, l'entité militaire, est en train de se redéployer en Biélorussie, mais également avec un volet africain qui n'est quand même pas négligeable, qui restera, à mon avis, et qui va devenir peut-être le secteur majeur de développement de Wagner. Alors, Alors, oui, oui, je vas-y. voulais faire une observation parce que, bon, moi, je suis resté très prudent depuis le début. Je le reste parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis quand même stupéfait. C'est un événement énorme qui se passe, qui est réglé en 24 heures. Tu l'as dit à plusieurs reprises. On a vu les différentes hypothèses. Là, on est en train de se poser la question de savoir si on n'est pas devant une vraie Maskirovska, ce qui est ce que tu dis. Prigojine va très bien. Il est, il est comment dire, dans les couloirs du sommet Russie-Afrique. Il serre la main à tous ses amis parce qu'ils sont quand même, Wagner est quand même très présent en Afrique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en particulier, je reviens à l'Occident qui a fait des gorges chaudes. Ah oui, mais ça prouve bien qu'il y a eu une tentative, une révolution, une révolte. Prigojine devait remplacer Poutine, moyennant quoi, je veux dire, ça a été réglé en 24 heures. Depuis, ça continue à fonctionner. Hein. Tout ce dont on nous a dit qu'ils allaient être mis en prison, etc., pour l'instant, on n'a aucune information. Surovikin n'a pas réapparu, c'est exact, mais toutes les spéculations sur la catastrophe que connaîtrait la Russie et son État, ça n'embraye sur rien. Et je rappelle que pendant ce temps-là, nos commentateurs oublient de regarder leur propre pays. Je pense aux Français. Enfin, écoutez, on a un État dysfonctionnel en France. On a eu des émeutes qui ont duré quasiment une semaine. Aujourd'hui, on a les deux piliers, parce qu'il ne reste plus que ces deux piliers-là de ce régime, qui sont la justice et la police, qui sont en train de se taper dessus. C'est-à-dire que on se demande où va ce pays. On est quand même dans une situation avec une fragilité des institutions. Mais non, c'est la Russie qui va et on continue à gloser sur ce qui s'est passé, alors qu'on a sous les yeux la démonstration qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'on est incapable de savoir quoi. En attendant, la Russie est gouvernée, elle tourne, et tu vas encore en parler là, hein, elle produit, et, son économie ne va pas si mal, loin de là, et elle continue à mener la guerre avec les ressources industrielles dont elle dispose. Alors que nous, bon. Oui, alors c'est vrai que en fait, lorsqu'on regarde, si on part de cette hypothèse, hein, que c'est une opération de très très grande ampleur et d'une grande complexité à l'ère des réseaux sociaux, puisqu'il faut également maîtriser l'information. Et ce qui est gênant dans cette hypothèse-là, c'est que le fait est qu'il y ait des aéronefs russes qui étaient descendus par Wagner, mais on peut considérer aussi que c'est en fait un événement accidentel parce que si c'est une opération d'une grande complexité avec éventuellement des États d'ailleurs proches de la Russie qui auraient pu être mis au courant, dont la Chine par exemple, hein, on peut considérer que c'est en fait ce sont des événements accidentels et tout simplement liés au fait que les subordonnés de très bas échelons n'étaient pas au courant et en fait ont agi simplement de manière un petit peu binaire. Hein. Il y a une interview d'un Wagnérien qui est sorti justement sur LCI où on s'aperçoit qu'en fait, bon, ils ont obéi comme les soldats, quoi. On leur dit allez là, ils y sont allés, ils ne savaient pas trop ce qui se passait. En fait, voilà. Donc on est vraiment sur des exécutants. Mais tout est bizarre dans cette affaire. Tout est bizarre et c'est de plus en plus bizarre quand on voit ensuite les développements ultérieurs à cette affaire. Hein. Et quand on s'intéresse un petit peu au fonctionnement de l'État russe et de tout ce qui tourne autour de ces clans qui sont au pouvoir, c'est en fait des gens qui se connaissent très très bien hein, depuis très longtemps. C'est quand même très très problématique, surtout que les services secrets russes, notamment le FSB, ne pouvaient pas ne pas être au courant, comme le GRU.
Donc tout cela est très très bizarre et pourquoi pas évoquer l'hypothèse, comme j'ai dit, d'une opération d'une grande complexité avec plusieurs volets destinés peut-être à asséner le coup final à l'adversaire, c'est-à-dire à l'Ukraine, mais également de manière indirecte à ses alliés occidentaux. Donc à voir, à suivre. De toute façon, il y a une telle russophobie qu'ils peuvent jouer là-dessus, en fait. On les prend tellement pour des charlots et des gens qui sont complètement émotionnels et imprévisibles, qu'ils jouent également là-dessus et ils servent la farce que simplement les Occidentaux, d'une certaine manière, attendent. Et on le voit très bien dans les médias. Donc, Prigojine, c'est un petit peu le lutin maléfique. Hein. Quand on suit les LCI, c'est les aventures de Prigojine, en fait, chaque semaine. Mais il faut aller au-delà. Hein. Comment se fait-il que justement il y ait toujours les aventures de Prigojine alors qu'il devrait être en Biélorussie ou pire? Voilà. En tous les cas, tout cela pose énormément de questions. Alors, pour en revenir au volet industriel, alors j'aime beaucoup Emmanuel Todd, hein, puisqu'il a des réflexions qui sont très très pertinentes sur le plan économique et sur le plan bien sûr de l'anthropologie, puisque c'est son métier premier, l'anthropologie. Et il y a quelques mois, il avait fait une vidéo lors d'une conférence où il comparait le système économique occidental qui est financiarisé avec un système économique russe qui est industrialisé, qui est demeuré industriel. Et ce que l'on peut constater, c'est que dans le cadre de cette guerre industrielle, le système de défense industrielle occidentale est mis en difficulté, puisqu'en fait, c'est un système qui est privatisé avec des marchés et des industries qui, en fait, ne produisent que quand elles sont sûres d'avoir un retour sur investissement. Et ce système-là est confronté à un système qui est en fait celui que l'on connaissait, nous, dans les années 60, avec une banque d'État qui finance les investissements et les achats, et puis des industries qui sont nationalisées, qui produisent, en fait, au profit de la demande de l'État. Donc, en fait, qui produisent et qui vendent au coût de production. Hein. Donc, lorsqu'on voit les coûts de certains missiles sur le marché international, comme les missiles Calibre, qui sont de 6,5 millions de dollars, eh bien, quand l'État russe achète à ses propres industries, ben, c'est évident que ce coût-là, il est réduit simplement au coût de production. Donc, on est vraiment face à deux approches du secteur régalien, des secteurs régaliens de l'industrie, hein, et avec un côté qui a été financiarisé et privatisé chez les Occidentaux, et chez les Russes, une industrie de défense qui est restée très, très étatisée, et avec une banque centrale qui, en fait, a les mêmes pouvoirs que la Banque de France chez nous, avant qu'il y ait l'euro. Avant surtout qu'il y ait la réforme de Pompidou qui a en fait enlevé la possibilité à l'État français de s'endetter auprès de la Banque de France. Bon, ça, c'est un autre sujet. Tu as un truc à dire? Non. Si, peut-être que le complexe militaro-industriel russe existe, il est d'ailleurs présenté comme tel par les Russes eux-mêmes. Le complexe militaro-industriel américain, bien évidemment, de grande réputation. Ce que tu décris de la financiarisation et du caractère exclusivement privé a eu aussi une conséquence d'une énorme corruption, c'est-à-dire que la définition des besoins, l'élaboration des besoins, hein, qui est le propre de la sphère publique, hein, je dois dire qu'est-ce que je veux et ensuite lancer des appels d'offres ou traiter sans appel d'offres. Le problème, c'est que l'élaboration des besoins est complètement polluée par une espèce de relation endogamique, on le sait bien, et ça, c'est assez dramatique. C'est assez dramatique, puisque de toute façon, la seule logique de la sphère privée dans la production du matériel de défense, c'est une logique de profit, d'une certaine façon à court terme, et de profit financier. Donc, arrive le problème de l'adéquation entre ces matériels achetés, je ne parle même pas de la corruption et de la démoralisation que ça implique pour une société, mais je pense que l'adéquation de ces matériels à la guerre du XXIe siècle devient de plus en plus problématique. Tout à fait. En fait, on est sur des productions occidentales qui sont des productions high-tech, en fait, avec des très petites séries et des engins qui sortent hors de prix, comme le CV90 qui est à l'image. Hein.
des engins qui sont hors de prix et qui passent pour des game changers ou des armes un petit peu miracles, comme lorsque les léopards sont arrivés sur le front. Et ces matériels sont confrontés, mais également les Ukrainiens utilisent également des matériels beaucoup plus rustiques et qui sont d'origine ex-soviétique ou améliorés à partir de là. Et en face, il y a beaucoup de matériels qui sont également qui sont construits dans cette optique. Alors, je mets de côté le char T-14 Armata, qui pour l'instant, à mon avis, n'est pas arrivé à maturité. On n'en parle pas beaucoup, même s'il est en cours de test apparemment sur le front côté russe. Mais la plupart des blindés russes, comme le T-90, sont la base de départ, c'est le T-72, en fait, qui a été amélioré, et ainsi de suite. Et on est sur des engins qui sont très, très rustiques et faciles à entretenir. Et le fait est, c'est que ces engins-là sont non seulement faciles à utiliser, faciles à entretenir, faciles à réparer, mais ils sont également d'accès très, très facile, parce que le concept de base, par exemple, du T-72, lorsqu'il a été créé dans les années 70, c'était pour qu'il soit facilement utilisable par les conscrits de l'armée rouge de l'époque. Donc les Ukrainiens avaient également l'habitude de tous ces engins. Malheureusement, tous ces engins-là sont en cours de disparition dans l'armée ukrainienne du fait de l'attrition et des pertes. Donc, ils sont tributaires des livraisons des pays occidentaux qui envoient de manière échantillonnaire différents types de matériel, avec des matériels haut de gamme comme le CV90, mais qui se révèlent tout aussi fragiles que des véhicules beaucoup plus anciens. Face à l'agression, tout simplement, du combat de haute intensité sur le front. Et puis également beaucoup d'engins qui sont quand même anciens. La plupart des engins qui sont donnés quand même par les pays occidentaux, la masse, ce sont des engins qui sont déclassés dans les armées occidentales, que ce soit les M113, les VAB ou d'autres. En tous les cas, la haute technologie n'est pas l'assurance d'avoir une suprématie sur le front. Et la bonne balance, le bon équilibre, c'est avoir des éléments de haute technologie, mais également avoir des éléments de rusticité. Alors, sur le T-14 Armata, effectivement, j'ai l'impression que pour l'instant, il est encore en élaboration, mais j'ai lu que les T-90, qui sont une itération relativement récente, avaient également été engagés et faisaient l'objet d'évolutions finalement, paraît-il, relativement importante, parce que c'est bien joli d'avoir le plus beau char sur le papier. Après, il faut voir comment ça se passe. J'avais entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, des mésaventures du fameux Merkava israélien, dont beaucoup disent que c'est lui le meilleur char du monde, et qui a eu quelques soucis quand il s'est retrouvé confronté au Kornet, qui était un missile anti-char des années 90, je crois, des soviétiques. Hezbollah. Oui, Hezbollah. Enfin, c'était russe ou soviétique, peu importe. Donc oui, c'est le juge de paix ou le juge de guerre, c'est la guerre. Ouais, en fait, les engins israéliens et les engins occidentaux, surtout les engins israéliens, notamment le Merkava, c'est la survivabilité de l'équipage qui est primée. Et donc ça, c'est une réalité sur le Merkava. On peut considérer également que les engins occidentaux ont une meilleure survivabilité de l'équipage et peut-être moindre chez les engins russes, mais bon, encore ça reste à déterminer, puisqu'évidemment il y a eu toutes les images de ces tourelles de T-72 qui volaient en l'air dès qu'ils étaient touchés par un missile anti-char, notamment les missiles Javelin lors de la première partie de l'opération russe, notamment sur le secteur de Kiev. Mais on s'aperçoit que les léopards, face à la même agression, se comportent à peu près de la même manière. C'est lié tout simplement au stockage des munitions à l'intérieur des chars. Et justement, le Merkava a une configuration qui est très, très différente, en fait, justement pour protéger l'équipage et éviter que là où se trouve l'équipage, il soit en contact direct avec les munitions. Alors, là, je vais lancer une petite vidéo pour bien faire comprendre, en fait, on parle souvent des combats sur la ligne de contact, mais l'enjeu, en fait, il est derrière. L'enjeu, c'est ce qui se passe derrière, et notamment sur les lignes logistiques. Et là, on voit que pour les Russes, les deux points majeurs, c'est Tokmak, je vais revenir sur le départ, Tokmak et Kamianka, qui sont vraiment des nœuds logistiques pour les Russes, et avec également toutes les voies ferrées, puisque la logistique russe dépend énormément des voies ferrées, et c'est là où on voit toute l'importance
de la péninsule criméenne, hein, avec le pont de Kerch et les voies ferrées, hein, pour alimenter le front russe. Donc, on est vraiment sur une logistique russe qui repose énormément sur les voies ferrées, avec des conséquences, bien sûr, c'est qu'ils sont obligés de mettre des troupes pour les protéger et pour assurer leur sécurité. Donc, cette importance de la péninsule criméenne sur le plan de la logistique russe, il est majeur. Même s'il y a d'autres voies, puisqu'il y a des voies qui passent le long de la côte en partant de Rostov. Alors, on en revient maintenant à ces attaques sur la péninsule de Crimée. Eh bien, moi, je suis quand même étonné, hein, de voir qu'il y a toujours des touristes. Ça, c'est une réalité, hein. Bon, écoute, c'est toujours surprenant, hein. Bon, ils sont quand même en zone de guerre, hein, puisque très clairement, et c'est logique, hein, les Ukrainiens cherchent à déstabiliser la logistique russe, hein. Et puis également, sur le plan politique et psychologique, c'est quand même important, puisque les Russes, c'est vrai, avaient l'habitude, on va dire le Russe moyen avait l'habitude d'aller passer ses vacances en Crimée. Donc, c'est de bonne guerre. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est que je pense qu'on arrive à une bascule sur les moyens antiaériens ukrainiens à disposition. C'est le résultat de toute la campagne russe de frappe stratégique avec leurs missiles, puisqu'il y a toujours un objectif direct qui était bien sûr d'annihiler des objectifs militaires et des objectifs qui étaient liés aux infrastructures vitales, mais l'objectif indirect, c'était également d'hypothéquer les capacités de défense antiaérienne ukrainiennes. Et l'on voit malheureusement pour les Ukrainiens que sur les frappes actuellement, sur les zones portuaires, ils commencent à arriver en limite de potentiel, que ça va devenir problématique pour leur offensive sur le front militaire, notamment sur Zaporijjia, puisque n'ayant pas de suprématie aérienne, s'ils sont en déficit de moyens antiaériens, ça va leur créer des difficultés pour créer une bulle de défense antiaérienne sur leur zone d'offensive. Et surtout, dernièrement, on peut remarquer que les Ukrainiens réclament des systèmes patriotes. Ils ont déjà reçu 2 systèmes patriotes, un par les Allemands, un par les Américains, mais on arrive sur des chiffres astronomiques, hein, puisque Podolyak demande 10 à 12 systèmes patriotes, hein, ce qui est impossible, hein, les Américains ne donneront jamais ça. Et même Zelensky, lui, demande 50 systèmes patriotes. Je ne sais même pas si les Américains, je ne connais pas le nombre de systèmes patriotes américains, peut-être une centaine, donc on serait quasiment à la moitié de la capacité de l'armée américaine sur les systèmes patriotes. Et puis surtout, derrière, il faut imaginer la production de missiles, puisque derrière le système, il y a le système, mais bien sûr les munitions et les missiles. Et un missile patriote, c'est $1 million. Bon, voilà, donc je pense qu'on arrive à une bascule également sur la capacité des Ukrainiens à défendre leur sol face aux agressions russes par missile. Tu vois que je suis plus rapide que d'habitude, là. Non, mais moi, tout va bien. Moi, j'avais vu de toute façon ta préparation quand même. Donc, très séquencé, c'est super. Ouais, bon, on a perdu un petit peu de temps sur l'aspect d'arriver à partager l'écran, malheureusement. Bon, ça, c'est inhérent au direct, hein. On doit être à 3 minutes. On aura des remarques là-dessus, c'est sûr, sur les commentaires. Ah oui, mais ça, c'est pas très important. Non, mais c'est toujours intéressant de regarder les commentaires. Bon, bref. Alors, concernant le front, je vais parler, on ne le voit pas à l'image, mais sur le front de Kherson, il y a toujours les tentatives ukrainiennes de traverser le Dniepr par navire rapide pour s'implanter au niveau du plomb d'Antonovski. Bon, ça continue. Chaque fois, bien sûr, les Russes frappent avec leur artillerie et leurs drones, aussi bien les bateaux que le petit détachement qui est implanté de l'autre côté. Pour l'instant, je ne vois pas trop le sens de tout cela, si ce n'est préparer peut-être un éventuel franchissement du Dniepr maintenant que le cours est stabilisé. Mais alors, on serait vraiment sur une opération de très, très grande ampleur. Je vois mal pour l'instant les Ukrainiens être en capacité de faire une opération de ce type-là, et je dirai pourquoi dans quelques instants. Concernant la centrale d'Energodar, eh bien, après avoir eu une grosse activité médiatique sur ce sujet-là, on n'entend plus parler, mais on ne peut pas, comme je l'ai dit souvent, imaginer que dans le cadre d'un plan ukrainien d'offensive, ça ne se soit pas
un objectif de l'offensive ukrainienne. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. L'activité d'offensive le long du Dniepr, à cet endroit-là, hein, sur Piatakski, toujours du mal, moi, avec ces noms-là, apparemment, ça s'est calmé, puisque l'effort serait en train de basculer sur justement le secteur de Rabotino, hein, ici, avec, depuis, on va dire, 48 heures, un effort offensif ukrainien qui est marqué, hein, avec toujours dans cette zone-là la 47e brigade mécanisée, alors c'est une brigade qui est à l'assaut depuis le début de l'offensive, donc le 4 juin. Une offensive, une brigade qui a été très, très étriée sur le plan des effectifs et sur le plan des matériels. Les matériels, on est sur à peu près 20%, peut-être même au-delà d'ailleurs, entre 20 et 30%. Comment se fait-il que cette brigade soit toujours à l'offensive avec de telles pertes? Et c'est là où je pense que, en fait, les Ukrainiens font des relèves de leur brigade, mais pas par brigade constituée. Ce sont des éléments du niveau bataillonnaire, peut-être même infra-bataillonnaire, c'est-à-dire du niveau de la compagnie, qui viennent relever les éléments de la 47e brigade mécanisée, ce qui évite d'avoir une bascule de poste de commandement. Donc, une manœuvre qui est assez complexe, hein, la bascule de poste de commandement, et d'avoir toujours le poste de commandement de la 47e brigade mécanisée qui, en fait, pilote l'offensive sur ce secteur-là. Cela veut dire qu'on a une vision très probablement cachée, en fait, de l'engagement de tout ou partie déjà du deuxième échelon ukrainien, de ces brigades entraînées et formées par l'OTAN sur le front de Zaporijjia. Alors, la recrudescence des combats, elle est liée au fait que les Ukrainiens doivent tout simplement avancer, hein, et qu'ils n'ont pas peut-être d'autres stratégies alternatives à présenter à leurs alliés. Et donc, les alliés, quand même, qui sont quand même assez, je trouve, gonflés de leur demander des résultats, alors qu'ils leur demandent d'appliquer une stratégie otanienne, alors qu'ils n'ont pas la suprématie aérienne et qu'ils ont ponctuellement, parfois, la suprématie des feux, mais de manière très ponctuelle, alors que la suprématie des feux, artillerie, est nettement du côté russe sur tout le front. Donc, depuis 2 jours, ce front s'est réactivé avec, on peut le constater, toujours la même tactique des Russes, qui est une défense élastique. Ils reculent, ils se retirent, et ensuite, il y a des frappes de moyens artillerie russes et également l'appui aérien russe avec les Sukhoi 25 et notamment les hélicoptères Ka-52. Donc, à suivre, LCI est en train de s'affoler derrière les quelques avancées ukrainiennes. Donc, à suivre, on verra. L'objectif sur ce secteur-là, l'objectif opératif, c'est Tokmak, c'est à 30 km. Hein. Ils n'ont toujours pas atteint les premières lignes de défense russes. Hein. La première ligne, je dis bien la première ligne, qui sera marquée par des fossés anti-chars et puis les fameuses dents de crocodile. Donc, à suivre. Hein. Sur le saillant de Vremensky, eh bien, l'offensive ukrainienne continue. C'est là où ils ont les plus grandes avancées, quasiment, hein, sur ce secteur-là, mais on est quand même sur également un secteur qui est tenu par les Russes. Là où il y a vraiment une poussée, une volonté de poussée importante des forces ukrainiennes, c'est sur Bakhmout, et notamment au sud de Bakhmout, avec l'engagement d'une brigade d'élite, puisque c'est la brigade Azov, hein, donc des gens qui sont quand même très, très motivés, qui sont des nationalistes ukrainiens. Donc il y a une volonté de pousser au sud, mais pour l'instant, les Russes tiennent, hein, quoi qu'on en dise, même s'il y a eu quelques retraits. Et maintenant, on va arriver sur le volet dont personne ne parle dans les médias, parce que le fait est, c'est que c'est un volet qui est gênant sur le plan du narratif de l'offensive ukrainienne, parce qu'en fait, depuis le 19 juillet, les Russes sont passés à l'offensive au nord, dans la région de Kupiansk et Liman, après le franchissement de la rivière Zerebets, qui se trouvait, je ne sais pas, mon pointeur qui se trouve là, une petite coupure. Hein. Ils ont avancé avec une avancée notable, puisque aux dernières nouvelles, ils auraient atteint la rivière Oskol qui se trouve à ce niveau-là.
Alors, ça a commencé le 19 juillet avec le franchissement de la rivière Zerebets avec 2 têtes de pont. Ensuite, ces têtes de pont ont commencé à s'élargir avec un repli assez rapide des unités ukrainiennes qui sont des unités ukrainiennes qui n'étaient pas des unités ukrainiennes de premier ordre. Et même les Ukrainiens, pensant que ce front-là était relativement calme, avaient commencé à envoyer des élans. C'est pour ça que lorsque je dis que les forces à l'assaut ukrainiennes sur le front de Zaporizhzhia sont relevées par petits bataillons, en fait. C'est des petits bataillons. Donc, il y avait des bataillons, des brigades qui étaient ukrainiennes qui étaient sur ce front-là, des brigades mécanisées qui avaient été envoyées sur le front de Zaporizhzhia. Et évidemment, les Russes ont poussé leur avantage, ont continué à avancer, notamment le 23 juillet. La tête de pont s'est élargie. Et on arrive à une situation qui est quand même problématique pour les Ukrainiens sur ce front-là, avec la volonté des Russes d'atteindre la rivière Oskol. Alors, ils avancent beaucoup au nord du front, c'est-à-dire à ce niveau-là. Alors, il y a 4 axes de progression qui sont identifiés. Celui qui progresse le plus, c'est celui qui est au nord, vers Kupiansk. Là, ils ont atteint, ce matin, les premières unités russes auraient atteint la rivière Oskol. Une progression qui est plus difficile sur Liman parce que c'est une zone forestière. Et puis, sur cette partie-là, la progression, on va dire, se fait de manière moyenne, avec une résistance ukrainienne qui est plus poussée. Alors, quelles sont les options qui pourraient voir le jour derrière cette avancée russe? D'abord, il faut bien comprendre que chaque fois qu'il y a une avancée, il faut se poser la question derrière des moyens qui permettraient d'exploiter cette avancée. Eh bien, là, on peut voir qu'il y aurait positionné 2 brigades blindées russes. Alors, les brigades blindées, typiquement, c'est vraiment les brigades de rupture et d'exploitation qui seraient positionnées en arrière du front, aussi bien pour exploiter sur la direction de Liman que sur la direction de Kupiansk et traverser l'Oskol, éventuellement. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit les Russes franchissent l'Oskol. Donc, sur le plan opératif, c'est une vraie victoire. S'ils arrivent à franchir l'Oskol, sur le plan opératif, c'est une vraie victoire. Et sur le plan moral, pour les Ukrainiens, ça va être très difficile. Je n'ai pas dit qu'ils allaient le faire. J'ai dit que c'est une option. Ou, on va dire, parce qu'ils pourraient faire les deux, c'est bien sûr avoir un mouvement vers le sud d'encerclement des forces ukrainiennes qui sont bloquées en fait par la rivière Oskol. Alors là, ça serait vraiment une grande victoire pour les Russes, et qui serait vraiment terrible sur le plan moral et opérationnel pour les Ukrainiens. Jusqu'à présent, les Russes ne se sont jamais fait encercler. Chaque fois, ils se sont retirés. Alors, ils ne sont pas dans la même configuration parce qu'ils ne défendent pas leur sol. Et de fait, ça serait très compliqué sur le plan moral pour les Ukrainiens si jamais cela arrivait. Ouais, ce sont 2 divisions blindées, ce n'est pas des brigades, ce sont des divisions blindées, donc c'est beaucoup plus important. C'est 2 divisions blindées qui sont en réserve. Donc on est vraiment, alors des divisions blindées, c'est 3 à 4 brigades chacune. Donc des divisions blindées, c'est majoritairement au sein des brigades des chars. Donc chaque brigade sur une division blindée, chaque brigade de blindée, elle a 3 bataillons de chars pour un bataillon d'infanterie mécanisée. Voilà, j'en ai terminé pour la situation militaire. Donc, ce que l'on peut dire, une volonté de pousser sur le front de Zaporizhzhia de la part des Ukrainiens, avec, à mon avis, des difficultés de coordination. Certains experts commencent à s'interroger sur la capacité des Ukrainiens à se coordonner au-delà du niveau de la brigade, c'est-à-dire au niveau de la division, puisque c'est au niveau de la division que se fait toute la coordination logistique, la coordination des appuis solaires et des appuis sol-sol pour le front. Et ensuite, une poussée nette des Russes sur le front nord, avec les premiers détachements russes qui auraient atteint la rivière Oskol au nord de Kupiansk, et sur Bakhmout, une tentative de poussée au sud de Bakhmout de la part des Ukrainiens, avec l'engagement d'une brigade d'élite qui est une brigade Azov. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Régis ? On continue à attendre, à essayer de deviner ce que les uns et les autres ont l'intention de faire, avec toujours cette question,
où sont les réserves russes et à quoi vont-elles servir? Donc voilà. Ah, Euh, mais c'est vraiment la grande question. Et surtout, on en revient au coup de Prigogine. Il y a des généraux qui ont été mutés. Bon, un qui est parti, Popov, il est bien celui-là parce que je me rappelle toujours le nom de Popov, qui est parti, qui est muté, lui, en Syrie, qui a un front important quand même, la Syrie, hein, dans le cadre de cette grande stratégie russe, hein, qui pourrait avoir des volets géopolitiques et géostratégiques sur le Moyen-Orient et également sur l'Afrique, quand on voit les derniers événements qui se passent au Niger. Et surtout des généraux qui bizarrement disparaissent. Surovikin, hein, qui n'est pas un lapin de 6 semaines. Et comme par hasard, on voit que le front nord est en train de s'activer. Moi, je suis quand même interrogatif face à tout ça. Voilà. On verra si cette hypothèse se vérifie ou pas dans le futur, hein, à moins qu'on retrouve Surovikin dans une geôle de basse-fosse de Dans la les caves de Loubianka. la Loubianka, oui. Enfin bref, voilà. Alors maintenant, sur le plan de la désinformation, souvent, euh, moi, en particulier, je me fais attaquer sur les réseaux sociaux, je suis pro-russe, ainsi de suite. Non, moi, je ne suis pas pro-russe, moi, je suis pro-lucidité. Je cherche à comprendre les choses et ce qui se passe en fonction des éléments qui sont à disposition, hein. La stratégie des Américains, ils ont des think tanks qui travaillent dessus, ils ont des penseurs qui travaillent sur leur stratégie vis-à-vis de leurs challengers géostratégiques, que ce soit la Chine ou la Russie, et on peut la lire. Ils ne la cachent pas, hein, c'est la grande force des États-Unis, hein, parce que c'est un pays où il y a une grande liberté d'expression, mais il y a également une grande faculté à penser les choses, hein, ils ne la cachent pas. Il y a des documents qui sont téléchargeables, hein, donc le rapport de 2019 de Rand Corporation, où ils expliquent comment ils pourraient mettre en difficulté la Russie. Hein, il y a différents volets dans ce rapport. Il y a notamment un volet géopolitique. Et quand on regarde le volet géopolitique, hein, sur le tableau que j'affiche à l'écran, hein, eh bien, il y a un volet qui concerne l'Ukraine. Hein, eh bien, il y a les risques qui sont importants, mais les bénéfices qui sont importants et la probabilité que ça réussisse qui est moyenne. Mais en tout cas, et lorsqu'on retient au moins 3 de ces actions géopolitiques à l'encontre de la Russie, il y a bien sûr amener une capacité militaire à l'Ukraine, premier volet. Ensuite, chercher à déstabiliser la Biélorussie. On se rappelle qu'il y a quelque temps, le pouvoir biélorusse a failli être déstabilisé par une révolution de type orange. Et ensuite, renverser également ce qui se passe en Transnistrie au bénéfice des Occidentaux. Et on voit qu'il y a des manœuvres dans ce sens en ce moment. Donc tout cela, c'est pas être pro-russe de le dire, c'est tout simplement factuel. Il suffit de lire et de se documenter. Hein, j'ai encore eu une attaque de la part d'un ex-officier de l'aéronaval me traitant de petit agent du Kremlin. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Mais on en arrive de toute façon à un moment où, malheureusement, comme la plupart des gens qui suivent ce conflit se sont positionnés en supporters pro-russes et en supporters pro-ukrainiens, comme si c'était 2 équipes de foot qui se battaient, en oubliant quand même que derrière, il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques et des enjeux humains quand même, puisque il y a des populations qui sont bombardées de part et d'autre, je dis bien de part et d'autre, puisque les bombardements sur le Donbass et Donetsk continuent, et les bombardements sur l'Ukraine continuent, et il y a des soldats qui meurent de part et d'autre. Donc on n'est pas sur un problème d'équipe de foot, hein, mais quand on voit la bêtise quand même des réflexions sur les réseaux sociaux, ça fait quand même peur. Hein, et alors que toutes les informations, pour se poser les questions, elles existent. Hein, il suffit de lire un petit peu l'anglais, même si on ne lit pas l'anglais, il y a des traducteurs automatiques, et amener quand même à se poser la question, mais oui, après tout, quand même, ce n'est pas forcément si simple. Oui, parce que ce qui se passe en Ukraine, eh bien, c'est tout simplement un affrontement de puissance entre la Russie et les États-Unis. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe. Et s'il n'y avait pas d'enjeu de puissance, il n'y aurait pas il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Alors, Alors, oui, je voulais ouais, ajouter, je crois que j'en ai déjà parlé, la réflexion de Slobodan Despot qui dit mais il ne faut pas chercher en permanence le complot caché puisque tout est visible.
effectivement. La RAND, c'est l'outil intellectuel du Pentagone. Hein. Ça, c'est bon. Oui, Alors j'ajoute que à la fin de l'année 2022, ils ont publié un autre rapport disant que bon, ça se passait pas si bien que ça du côté ukrainien, qu'il faudrait peut-être un peu réorienter parce que le principal problème c'est la Chine. Hein. Il y a eu quelques débats autour de ça, mais tu as raison de pointer cette réalité. C'est pas une invention de dire que, et depuis Brzezinski c'était le cas, hein, c'est pas une invention de dire qu'il y a un courant néoconservateur, souvent, je veux dire, peuplé d'Ukrainiens, enfin, de descendants d'Ukrainiens qui sont venus s'installer après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense en particulier au Canada, où le courant néo-nazi ukrainien était très présent. Alors, ça ne veut pas dire que leurs enfants, comme par exemple la vice-premier ministre ukrainienne, soit nazie elle-même, hein, mais bon, il y a cette histoire-là, et il y a, effectivement, tu as entièrement raison, un affrontement de puissance, et regarder cela comme une agression gratuite de la part des Russes contre l'Ukraine, c'est dénué de tout sérieux. Ça ne peut pas avoir cette vision-là, sauf si on poursuit des objectifs politiques que l'on n'avoue pas. oui, alors tu parlais de Brzezinski, mais dès 97, alors même si son bouquin date un petit peu, puisqu'entre-temps, il y a eu la guerre en Irak, il y a eu les événements en Syrie. En tout cas, sur l'analyse sur l'Eurasie est toujours pertinente. Et quand on lit ce qu'il a écrit, on ne peut être qu'étonné. Hein, on ne peut être qu'étonné. La Russie, bien sûr, c'est un enjeu majeur sur l'espace eurasiatique pour les États-Unis. Et c'est une puissance à challenger. C'est tout, c'est écrit. Et ce que l'on peut déplorer, c'est que moi, je comprends très bien que les États-Unis aient une stratégie, une géostratégie. Je comprends très bien que les Russes aient une stratégie, une géostratégie, parce que bon, il y a, sur le conflit ukrainien, il y a des manigances aussi bien du côté russe que des manigances du côté des États-Unis, qui sont faites de différentes manières. Mais ce que l'on peut déplorer, c'est qu'il n'y ait pas de stratégie européenne, hormis celle de suivre benoîtement, voire stupidement, celle des États-Unis et également celle de l'Ukraine, puisque celle de l'Ukraine, malheureusement, c'est aussi celle des États-Unis. Hein, et que nous, Français, qui avions une tradition de stratégie propre au sens qu'on avait cette capacité à se positionner différemment, eh bien, on s'est aligné tout simplement sur la stratégie des États-Unis. On n'a pas de stratégie, on n'a pas de vision. Et on le voit très bien actuellement sur ce qui se passe en Afrique, où on est en train de se faire tailler des croupières. On s'est taillé des croupières, bien sûr, par Wagner et les Russes au Burkina Faso et au Mali, peut-être au Niger, mais on s'en est fait tailler aussi par les Chinois, également par les Américains au Maroc. On n'a pas de stratégie, on n'a pas de vision parce qu'on n'a pas cette capacité à avoir des think tanks qui sont des think tanks qui travaillent dans l'intérêt de la France. Les seuls think tanks que l'on a en France, ce sont plus ou moins des think tanks qui rabâchent à leur sauce la stratégie atlantiste et américaine, que ce soit alors, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, on les voit souvent sur les plateaux télé. Quand on regarde les think tanks auxquels ils appartiennent, ce sont tous des think tanks qui ont des relations avec des think tanks atlantistes ou alors qui sont des think tanks atlantiques, que ce soit l'Atlantic Council ou... c'est Bruno Tertrais, très typiquement. Lorsqu'il développe ses idées géopolitiques, ce ne sont pas des idées géopolitiques liées aux intérêts de la France, ce sont des idées géopolitiques qui sont en lien avec les intérêts américains, qui sont des intérêts atlantistes. Alors on peut être convaincu que les intérêts américains et ceux de la France soient liés. Je pense que malheureusement, les événements économiques prônent pour le contraire. Hein, ne serait-ce que l'extraterritorialité des lois américaines, ou toutes les mesures protectionnistes qui sont mises en œuvre aux États-Unis pour éviter justement que les industries et les entreprises européennes s'implantent aux États-Unis.
Donc, oui, non, Alors, oui, tu parles de Tertrais. Justement, il y avait eu un échange de tweets où il disait que les gens qui étaient, entre guillemets, pro-russes étaient soit des imbéciles, soit ouais, des vendus. Bon, ou à peu près, j'avais répondu à ça. Tertrais, il est très significatif. C'est tout le problème. Il développe un atlantisme furieux, mais sans dire d'où il parle. D'où parles-tu, hein, disaient les trotskistes dans les années 70 dans les facs. Hein, et d'où parles-tu, camarade? Ben oui, mais Tertrais, tu parles d'une appartenance à des circuits, à des cercles, à des groupes de recherche et de réflexion américains. Tu es un agent américain. On a, comment est-ce qu'elle s'appelle, cette fille du Figaro? Laure Euh, Mandeville. Laure Ah Mandeville, oui. ben oui, Laure Mandeville, elle vient, elle nous sert une soupe inepte, mais en oubliant de nous dire je suis un agent américain stipendié. Voilà, c'est pas déshonorant. Tu as le droit, hein, Ouais, d'être au service d'une puissance étrangère. Je ouais, trouve ça moyen, mais ouais. dis-le. Je vais Donc, te raconter quelque chose qui est symptomatique. Moi, j'étais à l'école de guerre. Bah, à l'époque, c'était le collège interarmée de défense en 2003. C'est au moment où les Américains ont lancé leur opération, la deuxième guerre en Irak. Et il y avait une dame dont j'ai oublié le nom, qui était à la Fondation des affaires stratégiques, hein, en France. Hein. Et on avait des cours, justement, où les élèves étrangers n'étaient pas conviés. Tout ce qui concernait la dissuasion nucléaire et puis tout ce qui concernait les stratégies de la France. Et donc, il n'y avait que les Français qui étaient dans l'amphithéâtre. Et cette dame dont j'ai oublié le nom, il faudrait que je retrouve, elle commence à développer les raisons pour lesquelles les Américains, elle était à la fondation des affaires stratégiques françaises, euh, devaient et pouvaient intervenir en Irak. Et je t'assure, le tollé qu'il y a eu dans la salle, dans l'amphithéâtre, hein, alors il y avait toutes les armes, hein, armée de terre, gendarmerie, marine, armée de l'air, et les questions qui lui ont été posées, je veux dire qu'elle a été déstabilisée. Parce que même si bon, les militaires français maintenant font partie de l'OTAN, puisqu'il y a des intérêts, de toute façon, pour les militaires, faire partie d'une structure comme l'OTAN, des intérêts de carrière, parce que ça te donne possibilité à des postes. Également, c'est toujours très intéressant de fonctionner dans un système interallié, alors qu'avant, on était coupé de ce système otanien. Je parle sur l'intérêt professionnel, tu vois. Hein. Le fond des militaires français, comme toute armée qui se respecte, sont des souverainistes, en fait. Et ils savent très bien distinguer les intérêts français des intérêts qui sont ceux d'une puissance dont les intérêts ne sont pas forcément convergents avec ceux de la France. Pas tout le temps, du moins. Hein. On peut trouver des moments où ça peut converger, mais pas tout le temps. Hein. Et en tous les cas, c'est légitime que les Américains déploient leurs intérêts, mais nous, quand est-ce qu'on les déploie, nos intérêts? C'est alors, ça la question. puisqu'on en est aux anecdotes de 2003, euh, je, en 2002, il y avait une élection présidentielle. Bon. Et donc, chacun se rappelle la présence de Le Pen au deuxième tour, l'élection de Jacques Chirac avec 82% des voix, ce qu'il en a fait une autre histoire. Hein, mais son adversaire était Lionel Jospin. Et je veux dire, avant le premier tour, l'hypothèse de Lionel Jospin, président de la République, était une hypothèse parfaitement crédible. Bien. Toujours est-il que, après l'intervention américaine en Irak, la guerre d'agression en Irak pour de fausses raisons, soutenue par Tony Blair, c'est-à-dire le socialiste britannique. Je me rappelle d'une réflexion de Jean-Pierre Chevènement, qui depuis a été macronisé, disant si Jospin avait été président de la République, on aurait été dans l'aventure. C'est-à-dire, il considérait que les socialistes, les gens de gauche, hein, auraient participé à cette guerre d'agression qui constitue un crime contre la paix et par conséquent un crime de guerre. Deuxième anecdote, en 2003, donc on se rappelle que Jacques Chirac prend les positions qui sont les siennes, il sauve l'honneur d'une certaine façon, hein, et c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. L'histoire lui donnera cette raison. Eh bien, une fois qu'il a pris ses positions, il y a un certain nombre d'hommes politiques français, dont certains seront appelés à de hautes destinées par la suite, qui iront à l'ambassade américaine pour dire, lorsque nous serons au pouvoir,
vous avez raison d'aller en Irak. Lorsque nous serons au pouvoir, nous allons rectifier tout ça. Bien. Donc voilà. Je voudrais voir une parenthèse, en fait, qui est quand même révélatrice. À l'époque de la deuxième conflit en Irak, on n'avait pas intégré encore les structures otaniennes de mémoire comme on les a intégrées maintenant. Non, non. C'est Ah, Sarkozy hein, qui C'est Sarkozy, réintègre c'est le Sarkozy, commandement. c'est Sarkozy. Je rappelle que l'Allemagne, qui était un pays otanien, un des piliers de l'OTAN, ne s'est pas engagée en Irak. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas d'obligation, même lorsqu'on est dans une structure otanienne, de participer à une opération pour laquelle on ne verrait pas d'intérêt sur le plan national ou qui pourrait poser des problèmes sur le plan de la politique interne du pays. Donc, il n'y a pas d'obligation, hein. Par contre, il est clair qu'en Irak, il y a de nombreux contingents étrangers, otaniens, qui sont intervenus, hein, notamment les Polonais. Les Polonais, il y a un film d'ailleurs polonais qui parle des combats des Polonais en Irak, qui sont intervenus hein, de manière à donner ce gage de participation otanienne aux États-Unis. Ensuite, il y a eu le conflit en Afghanistan, où on a été également impliqué, avec malheureusement des pertes, hein, donc un conflit asymétrique face à une rébellion. Là, par contre, on a agi comme force intégrée à l'OTAN, puisqu'on avait rejoint l'OTAN. Sur le plan militaire, c'est compréhensible, ça donne des standards, l'OTAN, en fait, des standards sur le plan des budgets militaires, sur le plan de la coordination entre les armées qui ont l'habitude de travailler ensemble, sur le plan des munitions, sur le plan des types de matériel, mais l'OTAN est surtout un outil politique américain, en fait. Et il est dommage que les Européens n'aient pas réussi, en fait, à en faire un outil militaire propre, en évacuant le poids politique des Américains dans cette structure. C'est ça, le problème est là. Et l'Union européenne ne reconnaît la défense européenne qu'au sein de l'OTAN. Donc, c'est un outil qui est d'abord et avant tout un outil américain. Ben, Ouais. je te remercie parce que cette discussion que nous avons sur cet aspect des choses permet de rappeler ce que nous essayons de faire. Réinformation, effectivement contrebattre la propagande la plus rustique, le discours performatif, la méthode Coué qui consiste à prendre ses désirs pour des réalités. On essaye d'éclairer ça avec l'un comme l'autre le souci des intérêts nationaux. C'est ça la question. Aussi, le souci des intérêts nationaux. Moi, je considère qu'on n'est pas sur la bonne ligne. On n'a pas la stratégie d'État, de nation qui convient aux intérêts de la France. Bon, donc voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on continuera. Avais-tu d'autres observations, Hervé? Non, c'est tout. Je pense On a fait le tour. on a fait le tour. Bon, eh ben, on va souhaiter à nos spectateurs, téléspectateurs, à nos auditeurs de bonnes vacances quand même, de profiter un petit peu de l'été. Et on va continuer, sachant que Hervé sera absent à cheval sur dernière semaine d'août et première semaine de septembre, c'est ça? Oui, normalement, je dois partir à l'étranger, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc Je pars pas en Russie, hein. non, 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 mais il y en a non. qui vont imaginer, hein. On ne sait jamais, hein. Ah ben oui, hein, non, mais oh là là. Non, Faudra qu'on pense je- à récupérer notre chèque de l'ambassade russe, au fait. absolument. Moi, depuis le temps qu'ils me doivent de l'argent, hein, depuis les années 90, mais ils considèrent que ils ne viennent pas au droit de l'Union soviétique, la Russie, hein. Non, je plaisante. Non, bien, Non, mais bien. c'est vrai qu'on prend quand même sur notre temps, hein, parce que moi, j'ai une activité professionnelle, toi, tu as d'autres activités. Et puis, on s'expose, hein, quoi qu'on en dise, hein. Oui, oui, tout à fait. On s'expose. On s'expose à la Euh, bêtise, surtout. oui, et parfois la méchanceté. Ah oui, bien sûr. Ben, les deux sont Donc, liés, hein. oui. Mais voilà, mais c'est l'intérêt national qui compte, hein. On essaye de faire passer des convictions, on essaye d'aider à appréhender le réel. Et quelque part, je le vois dans les réactions, tu parlais des commentaires. Bon, les commentaires, il y en a certains qui sont inutiles.
mais il y en a d'autres qui nous font du bien. Et voilà quoi, on essaye de dire aux gens, attendez, il y a d'autres paroles que celles du bloc médiatique français, du bloc politique français, parce que en dehors des marginaux comme Asselineau ou Philippot, il n'y a pas, je veux dire, un discours qui soit équilibré sur ce qui est en train de se passer. Hein. Tous les partis représentés à l'Assemblée nationale tiennent un discours qui est de soumission aux intérêts américains. Je le déplore, mais c'est comme ça. Et quand on parlait de 2003, à l'époque, il y avait des manifestations dans toute l'Europe. Moi, je me rappelle, j'avais fait un voyage en Espagne, il y avait des drapeaux blancs à toutes les fenêtres, etc. Là, maintenant, très peu. Un peu en Allemagne, un peu en certains pays d'Europe centrale, quelques manifestations sporadiques, mais sinon, il y a une soumission à une stratégie politique que je considère comme perdante. Voilà, bon, eh bien, mon cher Hervé, à la semaine prochaine. J'espère que Internet ne sera pas défaillant, hein, mais on fera de toute façon avec la technologie, on essaiera d'en contourner les contraintes. Voilà, eh bien, Très bien. écoutez, Au à très revoir à tous. bientôt. Salut. Ah ben, il faut que je... Voilà.